Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 11 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule « Fini la samba, 20 ans d'austérité ». Oui, je vous parle bien du Brésil avec cette annonce choc du nouveau président, Monsieur Temer, qui annonce un gel pour 20 ans des dépenses de l'État. Autrement dit, une génération à se morfondre, une génération à se serrer la ceinture. Question subsidiaire, est-ce que M. Temer se voit garder le pouvoir durant 20 ans, alors qu'il n'est pour l'instant que président par intérim en attendant de prochaines élections ? On peut imaginer que ce mot d'ordre de 20 ans de gel des dépenses de l'État ne lui vaudront pas forcément une grande popularité auprès des classes ouvrières et de la plupart des déçus de la période Lula, qui pourtant leur avait permis en général d'accroître leur niveau de vie. Mais bon, on a découvert que le Brésil est peut-être un des pays les plus corrompus de la planète. Probablement le plus corrompu après les États-Unis, après la France, après la Chine et tant d'autres. Voilà, je referme un petit peu la parenthèse. Puisque nous en sommes à des considérations électorales, comment ne pas évoquer non plus le cas de Donald Trump, lâché par une partie des républicains, et pas la moindre, notamment par le chef du parti au Congrès, Paul Ryan, c'est quand même quelqu'un qui compte, lâché par Condoleezza Rice, la chef des faucons néoconservateurs du Congrès, lâché par Arnold Schwarzenegger, autrement dit lâché par Hollywood. Est-ce que tous ces députés, sénateurs américains ne sont pas en train de faire de Donald Trump le champion des candidats anti-système ? Car ceux qui le rejettent, et bien sûr l'ex-candidat à la présidentielle John McCain, ne sont-ils pas justement les plus emblématiques du système que Donald Trump dénonce et brocarde à longueur de meetings. Des meetings toujours très fréquentés, avec une foule que l'on pourrait qualifier de fans, et qui semble ne rien entendre de toutes les horreurs, de toutes les grossièretés que M. Trump peut débiter. Alors, évidemment, on se pose la question, comment un pays de 315 à millions d'habitants, qui produit pratiquement un prix Nobel sur deux à chaque automne, comment un pays comme celui-là peut-il produire comme candidat une démocrate qui, si on appliquait strictement la loi sur le parjure, devrait être déjà en prison pour ses mails personnels, et comment, côté républicain, peut-on voir émerger un Donald Trump qui représente à peu près tout ce que l'Amérique compte de comportements et d'addictions les plus vulgaires. Oui, c'est assez troublant, mais on en est réduit à penser qu'à ce moment-là, finalement, si l'un ou l'autre est élu, et ce sera le cas, eh bien, ce n'est probablement pas ce personnage ou cette présidente qui gouverne vraiment le pays. En ce qui concerne la politique étrangère, ce sont toujours les néoconservateurs qui se sont désolidarisés de Trump, et c'est normal puisque lui n'y entend rien à la politique étrangère. Et c'est également Wall Street, dont on a bien compris désormais que la Fed est un petit peu aux ordres. Une Fed qui ne sait pas trop comment se sortir évidemment de son cycle de décrue des taux, puisque on entend à peu près partout maintenant que les taux négatifs, les injections monétaires présentent plus d'avantages que d'inconvénients. Le problème, c'est qu'on n'en sort pas. On n'en sort pas techniquement, on n'en est jamais sorti de toute l'histoire.
Et il faut pourtant que les marchés, eux, continuent de croire ou de se forger un scénario qui les inciterait à continuer de monter. Eh bien, ce scénario, on commence à le voir se dessiner. Contrairement au Brésil et à ses 20 ans de gel des dépenses, les États vont recommencer à investir, à dépenser, à creuser les déficits budgétaires. Diable, mais pourquoi depuis la crise de 2008-2009 s'est-on enferré dans l'austérité alors que finalement, aussi bien du point de vue des banques centrales que des marchés, il suffisait de dépenser de l'argent à gogo. Deuxième belle histoire que se racontent les marchés, eh bien si la baisse de taux est terminée, mais c'est merveilleux, les banques vont retrouver de la rentabilité, elles vont se refaire des marges grâce à des taux plus élevés. Mais attendez, l'essentiel de l'argent prêté par les banques, est-ce que c'est le crédit à la consommation? Est-ce que c'est le crédit immobilier? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt cette confusion des genres entre la banque de réseau et la banque d'affaires qui prête énormément d'argent à tous ceux qui spéculent sur les devises, les matières premières, les taux, etc. Et là, on a une bulle qui ne peut s'accommoder même de 0,25% de points de mieux, parce que tous les leviers qui ont été pris l'ont été en fonction d'espoir de gains extrêmement réduits, et donc pour obtenir des gains un peu plus substantiels, on a augmenté les leviers. Alors, augmenter les taux ne serait-ce que de 0,25, ça rend le coût de portage insupportable. Alors oui, les banques vont peut-être retrouver de la marge sur le crédit immobilier, quoi que je vous dise, mais ça reste entre nous, que certaines banques françaises ne prêtent plus, même à des gens extrêmement solvables, parce que le prêt immobilier ne rapporte plus rien. Je referme la parenthèse. Donc, des banques qui feront peut-être plus de marge sur le prêt immobilier, mais qui par ailleurs s'exposent à un gros risque sur des encours bien plus considérables, qui sont ceux des prises de position sur les marchés dérivés. Alors, certains commencent à envisager la grande rotation sectorielle, des valeurs dites de croissance, des valeurs à fort bêta, vers les banques qui ont tellement de retard. Alors finalement, les problèmes de la Deutsche Bank, de la Banca Montepaschi, des banques portugaises, eh bien tout cela va se résoudre par la première partie de la solution que je vous ai exposée, la dépense. Si on peut mettre de l'argent pour relancer l'économie, on peut bien en mettre davantage pour renflouer les banques. Facile, non? Alors le Brésil, avec ses 20 ans d'austérité, on a l'impression qu'ils ont vraiment raté un chapitre de l'histoire.